Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format Vesper, un format vidéo plus court, toujours la même envie, prendre le temps d'explorer, de creuser et de comprendre ce qui fait sens. Aujourd'hui, on ouvre une série dédiée à un sujet qui fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle. Mais ici, pas de débat techno ou d'effet d'annonce. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'IA révèle de nous, de nos manières de penser, de créer, de décider, de nos résistances comme de nos élans. L'IA ne se résume pas à une promesse de vitesse ou de performance. Elle peut être bien plus que ça, un miroir, une muse, un mentor. Un outil qui agrandit, qui enrichit, qui transforme notre rapport au travail et à nous-mêmes. J'ai souhaité explorer l'IA avec une femme qui m'inspire, elle est vantaise, elle connaît les enjeux du marketing comme peu de gens. Consultante, formatrice et mentor, elle est spécialisée en marketing responsable et en IA dans le marketing. Longtemps dans l'ombre, en travail souterrain, elle est visible depuis quelques années puisqu'elle transmet son savoir, sa vision prospective, claire et engagée. Bonjour Bénédicte Lanfray. Bonjour Annabelle. Tu oses te poser des vraies questions, toujours pour aller plus loin. À quel moment as-tu compris que l'IA allait révolutionner notre relation au travail ? Eh bien, je crois que c'était le 23 décembre c'est précis. 2022, à la veille de Noël, où j'ai ouvert ChatGPT pour la première fois. Et ça fait partie des moments dont on se souvient parce que c'était une émotion importante. Comme quand on rencontre quelqu'un la première fois, et j'ai eu l'impression de rentrer dans un livre de science-fiction, les livres de science-fiction que je lisais beaucoup quand j'avais une vingtaine d'années. Et là, tu rentres dans un truc qui a à la fois une Madeleine de Proust, ça te rappelle ces lectures de quand j'avais 20 ans, et en même temps, tu te dis ce truc qu'à 20 ans, je rêvais comme hyper improbable, on est dedans. Et ça, c'est une émotion assez incroyable, en fait. On se connaît, Bénédicte, ton terrain de jeu depuis 35 ans, c'est le marketing, le digital, les mutations et transformations en entreprise et l'IA. Tu as toujours été là où ça bouge avant que ce soit à la mode. Qu'est-ce qui te donne ce coup d'avance ? Va savoir. La curiosité, je pense. C'est ce qui t'a fait, par exemple, en décembre, cliquer sur l'appli ChatGPT, c'est ta curiosité ? Oui. L'intelligence artificielle à la portée de tout le monde sur Internet, c'était un truc dont j'avais même pas osé rêver, en fait. J'attendais pas l'intelligence artificielle dans ma vie. Mais dès que j'ai su qu'elle était là, j'ai ouvert la porte. Voilà. La curiosité. C'est une vraie démarche intellectuelle que tu as sur de nombreux sujets. Je sais que ça fait 35 ans que tu fais du marketing. Tu vois le métier évoluer, son évolution. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ces transformations ? Alors, dans le métier du marketing, deux choses. D'abord, que nos métiers du marketing se transforment depuis, je le fais, depuis 35 ans, j'ai connu 3 ou 4 générations de marketing, mais là, on entame une nouvelle génération avec des changements très profonds dans nos pratiques du marketing, avec un marketing plus connecté à la donnée, notamment. Et aussi, si on considère que le marketing, c'est comprendre les gens, comprendre les consommateurs, ça ouvre tout un champ sur qu'est-ce que vont devenir les consommateurs à l'ère de l'intelligence artificielle, en fait. On ne sait pas aujourd'hui comment ils vont se comporter face à des textes écrits quasi intégralement par l'artifice, face à des innovations qui vont être hyper rapides. On ne sait pas. Et c'est ces questionnements-là, je pense, qui sont dans l'ADN même du marketing, c'est-à-dire de rester au contact des gens et de leur façon de s'approprier les objets, la conso en général, mais leur vision du monde. Et là, on sent que c'est en train de bouger très fort et c'est ce qui rend le truc intéressant. Justement, aujourd'hui, c'est une posture de vigie en matière d'IA générative que tu abordes. Toi, tu parles d'IA qui est un miroir, non pas un outil de remplacement, mais un révélateur. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Alors Vigie, parce que je fais de la formation à l'IA générative depuis 18 mois maintenant. J'ai eu la chance de côtoyer 500 personnes quasiment. Et sur des profils assez variés. Oui, des étudiants, des codir, des salariés, des groupes métiers, des groupes transverses, etc. Et en fait, ma posture même physique pendant les formations, c'est de voir les gens. Moi, je suis face aux gens qui eux-mêmes sont derrière leur écran, qui sont au contact de l'IA. Et tu les observes. Et je les observe, c'est un vrai poste de vigie à ce titre-là, et je vois bien que tout le monde réagit un peu comme une poule face à un couteau. On est tous face à de l'hyper-nouveauté, même les gens qui utilisent quotidiennement l'IA, elles sont dans des postures de découverte, parfois d'émerveillement, parfois de peur totale. Et je pense que je vois à quel point les gens ont des réactions différentes face à leur écran quand ils parlent avec l'IA. C'est très, très varié émotionnellement et même dans les postures physiques. Tu vois, il y a des gens qui ont beaucoup d'enthousiasme et qui vont, et qui promptent, voilà. Et puis, il y a des gens très en retrait, qui ont peur de toucher l'écran, qui ont des réactions étonnantes face aux réponses de l'IA, tu vois. Ils sont déstabilisés. Ouais, il y en a qui sont vraiment, t'as des effets waouh, très, très, très souvent, mais ces waouh sont parfois de l'émerveillement et parfois de la surprise. Et parfois un peu de surfroide aussi. C'est ce qu'on va comprendre en fait dans cette série un peu dédiée à l'IA, c'est que l'IA va vraiment plus parler de nous, de qui nous sommes, finalement, que être juste un outil. On l'utilise d'ailleurs d'abord pour reproduire, faire plus vite, ou pour avancer, être dans une forme d'assistance, mais elle nous invite à repenser, à faire mieux et à penser autrement. Toi, est-ce que tu as des exemples d'IA, de moments avec l'IA où tu as été surprise et qui t'a amené finalement à repenser ta propre manière de penser ? Oui, alors souvent, ça m'est arrivé au contact de l'IA et dernièrement, puisque c'est aussi étonnant de voir comme l'IA de 2023 n'est plus du tout l'IA de 2025. Ce qui m'a plus surpris dernièrement, c'est d'abord la capacité à rentrer en conversation audio avec l'IA de façon vraiment fluide. Et ce qui m'a surpris ces derniers temps, c'est comment l'IA s'est humanisée, en tout cas a progressé dans sa façon de conduire une conversation avec un humain. C'est-à-dire qu'avant, c'était une question et une réponse, et maintenant, l'IA adopte des postures de recherche de feedback chez son humain. Bien sûr, elle est toujours aussi disponible, patiente, non jugeante, etc. Mais je trouve qu'elle a appris à mener une conversation dont on devrait pouvoir s'inspirer en fait à titre humain pour garder l'attention de l'autre et pour rester dans le fil de la conversation. C'est-à-dire, je ne parle pas comme ça pendant 1 heure, je pose une idée et je viens chercher ton feedback à toi, humain aussi, pour enrichir la discussion. Est-ce que tu penses que c'est pas parce qu'on a aussi appris au fil du temps à mieux converser et donc à injecter d'autres idées, une autre ligne éditoriale avec l'IA pour obtenir ça ? Alors moi, j'ai l'idée inverse. J'ai l'impression que l'IA s'est très très bien adaptée à nos incompétences humaines. Et je pense que l'IA nous sert aussi à ça. Ça fait miroir à notre façon de relationner en fait. Parce qu'on a face à nous un nouveau truc, là, qui est ni un humain, ni un animal, ni la nature, c'est un autre truc. C'est vraiment la rencontre du troisième type et de se dire, comment je parle à ce truc-là ? Puisque je peux m'adresser à elle avec un langage naturel, est-ce que je peux être aussi naturel qu'avec un humain, ou plus naturel, ou autrement ? Et je trouve que l'IA a beaucoup progressé dans sa capacité à nous prendre, nous, dans notre compétence humaine à dialoguer. Mais sans émotion. Ouais. Sans émotion, c'est une vue de l'esprit en fait, parce que dès que tu commences à rentrer en conversation avec autant de feedback, avec une tonalité en fait, l'audio induit ça aussi, c'est une vraie conversation. Tu peux pas t'empêcher d'oublier à un moment que tu t'adresses à une IA en fait. Okay. Et c'est aussi ce trouble-là qui est super intéressant, c'est de se dire ok, je laisse l'IA à sa place et en même temps je peux conduire une conversation aussi intéressante qu'avec un humain en fait. Même s'il manque la relation, même si je parle à un écran noir, c'est troublant et c'est ça en fait qui est le plus troublant dans l'IA, je pense. C'est le moment où tu oublies que tu es face à un algo.
Tu peux presque oublier ta solitude, finalement, à un moment donné, et de se dire, il y a une interface qui discute, qui me fait avancer. C'est la fonction compagnon de l'IA qui se développe beaucoup, et je pense que c'est une des fonctions dans lesquelles elle est immédiatement perceptible. Alors après, il y a un grand débat sur la solitude. Est-ce qu'on peut être seul avec un humain? Oui. On peut être seul ensemble, entre humains. Et quand tu vois ces groupes de gens qui sont scotchés à leur smartphone, tu peux avoir cette sensation de solitude entre humains. Et de la même façon, tu peux te sentir relié à un truc qui n'est pas humain. Et c'est assez troublant à vivre, en fait. Dans les fonctions dont tu parles, il y a l'idée du compagnon. Tu as conceptualisé, toi, le rôle de l'IA en 4 figures sous le nom de Mama. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette idée ? En fait, je trouvais ça très réducteur qu'on présente toujours l'IA comme une assistante. Sous-entendu, je suis au-dessus de l'IA et je lui confie des trucs que je sais déjà faire et elle va les faire genre plus vite. Donc, mon objectif, c'est de gagner du temps. Et je pense que si on considère l'IA que dans ce rôle d'assistante, d'abord, c'est trop limité. C'est passer à côté de plein d'autres richesses de l'IA. Et c'est surtout nous enfermer dans un truc du toujours plus vite dont on crève déjà, en fait, aujourd'hui. Et donc, le modèle Mama, c'est pour ouvrir le champ des possibles avec l'IA. Donc, il y a effectivement le A de l'assistante, mais j'apporte 3 autres rôles, qui est le M de mentor, donc le prof, le coach, le formateur, l'associé, le sparring partner avec qui tu réfléchis au quotidien, quel que soit ton poste dans l'entreprise, mais tu as un alter ego de réflexion qui va te challenger dans tes décisions, dans tes choix, etc. Et puis la muse, qui est vraiment un génial partenaire de co-création. Donc mentor, associé, muse et assistante. Je pense que quand on ouvre ces 4 rôles-là, ça donne une richesse à l'IA vachement forte. Les gens vont très naturellement sur la fonction d'assistante, c'est-à-dire tu fais faire à l'IA, donc tu fais rédiger, tu fais résumer, tu fais synthétiser, tu fais corriger, etc. Ils vont assez naturellement aujourd'hui, ça a beaucoup progressé sur la co-création, donc l'idéation, le brainstorm, etc. Ils vont très peu encore sur les dimensions de l'associé et de la mentor. Donc en ouvrant ces fenêtres-là, ces 4 fenêtres-là, ça ouvre en général des champs d'action vachement larges. Quand tu es face à ton public que tu formes, donc on a dit assez varié, des codir, des groupes d'étudiants, tu décèles ça justement dans les usages, dans déjà l'appétence et la curiosité d'utiliser l'IA sur telle ou telle fonction? Oui, c'est un excellent indicateur de la vision qu'on porte sur l'IA. Aujourd'hui, 90% des usages sont les usages de l'assistance. Donc, faire plus vite un truc qu'on sait déjà faire. Et dans certains métiers, et c'est le cas dans le marketing, on va très naturellement quand même sur l'IA muse, qui nous aide à créer de l'idée, à nous challenger. Challenger, en fait, à sortir du vertige de la page blanche, et puis dès lors qu'on est dans la créativité, en fait, l'IA, elle trouve pas la bonne idée, en fait. C'est là aussi où les gens se trompent quand ils vont chercher la muse dans l'IA, c'est quand ils vont chercher la bonne idée. La créativité, c'est un volume d'idées à produire. Et là où l'IA est très forte, c'est de produire beaucoup d'idées. Et après, c'est le cerveau humain qui va connecter les bonnes idées entre elles. Mais une fois que tu sais que tu peux aller chercher ça dans l'IA et dans le marketing et dans la com, les gens sont déjà allés assez naturellement là-dessus, pas tellement dans les autres métiers, en fait. Justement, tu parlais des marketeurs. Pour les pros, market, com, quelles sont les bonnes questions à se poser pour que l'IA devienne un vrai levier de transformation et pas juste ce gadget de super assistant ou de co-création brainstorm dont on parle? Ça fait peur aussi l'IA pour les métiers du market et de la com. On a l'impression qu'on va perdre notre place, notre savoir, qu'on va être mis de côté. Comment les accompagner là-dessus? Je pense qu'il faut déjà rester au contact de ce truc. Il y a encore des gens dans les métiers du market et de la com qui ne font pas avec l'IA. Et quand dans 2025, tu ne fais pas avec l'IA, c'est forcément parce que tu nourris une émotion de peur vis-à-vis de l'IA. D'accord. Dans ces métiers-là, parce que c'est vraiment le métier qui s'est le plus approprié l'IA, parce qu'on est à l'intersection du langage, du message, du texte et de l'image. Oui, on peut prendre la référence de créer du contenu, ce fameux contenu où là on peut le faire à foison, plus vite, plus densément, ou de l'idée. Voilà, donc ça
c'est vraiment le métier où l'IA est rentrée. Et malgré tout, on peut pas généraliser en 2025. Il y a plein de gens qui sont restés un peu étrangers à ça, en mode un peu résistant à ce changement-là. Donc ces personnes-là, je les invite quand même à faire ce pas vers l'IA. Au moins pour voir, en fait, pour nourrir leur curiosité, pour tester, etc. Donc effectivement, moi je conseillerais de faire avec, de comprendre comment ça marche, de comprendre les limites bien sûr, et puis de rester hyper fluide dans les pratiques. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que l'IA, c'est un sujet où on part pas des besoins en fait. C'est un sujet où c'est parce que l'outil le fait que tu peux projeter toi des usages. Et donc, le ChatGPT d'il y a 2 ans et celui d'aujourd'hui, ils génèrent pas les mêmes usages parce qu'ils ont plus les mêmes compétences. En 2 ans, ChatGPT est devenu bien plus fort sur plein de trucs, notamment l'image depuis quelques semaines. Et du coup, en tant que marketeur, tu peux projeter d'autres usages. Donc, il faut à la fois être curieux des dernières nouveautés sans s'enfermer non plus dans cette course folle de la techno. Donc, c'est trouver le bon compromis entre ce que les nouveaux outils arrivent à faire et prendre quand même le temps de se dire, mais moi, dans mon quotidien, à quoi ça va m'aider très concrètement ? Parce qu'un des risques de l'IA, c'est de rester dans le FOMO de la techno, c'est-à-dire, en fait, si tu veux rester en veille sur l'IA, tu peux y passer un plein temps, en vrai. Donc, mais l'enjeu, c'est de faire le bon compromis entre ce qui arrive de nouveau et ce que moi, je vais transformer, ce que ça va rendre possible dans mon quotidien et dans ma pratique professionnelle. Donc, c'est ce bon compromis à faire, voilà. Et puis, rester quand même très éveillé sur la façon dont les clients vont percevoir l'IA. Aujourd'hui, c'est un petit effet de nouveauté, donc on en voit partout, on fait des images Ghibli, ça profusionne d'IA partout qui n'ont pas spécialement de sens. Et je pense qu'on va vite développer des formes, en tout cas des postures vis-à-vis de l'IA qui peuvent segmenter la clientèle. C'est-à-dire des gens qui sont très demandeurs de ça, et puis des gens qui vont être un peu résistants aux usages de l'IA. C'est assez proche d'ailleurs du marché de l'écologie, en disant, il y a des gens qui préfèrent le confort à l'écologie, puis il y a des gens pour qui l'arbitrage de consommation va être sur du très naturel, etc. Donc le marché va aussi se segmenter sur la posture face à l'IA, et en tant que marketeur, il va falloir faire avec ça. On va pouvoir utiliser ce fameux mot d'authenticité finalement. Ça va questionner sur l'authenticité dans le sens fort de ce qui émane de nous. Oui, et on peut imaginer qu'il y aura un segment de clientèle qui sera très demandeur de la parfaite imperfection humaine. Ouais, cette dose d'imperfection qui est juste parfaite. Exactement. L'IA ne vient donc pas nous voler notre place. Finalement, elle nous oblige à mieux prendre la nôtre. C'est ce que je comprends. Merci Bénédicte. Avec cette série de podcasts Focus IA, on va faire un pas de côté pour regarder autrement les outils qui occupent les conversations du moment. À très vite pour comprendre comment l'IA peut réveiller notre voix. À bientôt.